Ma propre mère a claqué sa main sur la table de la cuisine et m'a hurlé, « Tu es en train de détruire cette famille. Si tu oses mentionner le nom de ta sœur dans ce tribunal, nous la choisirons, elle. Tu finiras complètement seule. » 4 jours plus tard, je suis entrée dans la salle d'audience pour le divorce. Ma mère était assise au 2e rang, son bras autour de Daniel. Mon père était assis 3 sièges plus loin, les mains jointes comme s'il était à un enterrement. Mon mari, Wyatt, souriait avec assurance à côté de son avocat, comme s'il avait déjà gagné. Mon avocat a fait glisser une enveloppe scellée sur la table, en direction du juge. Wyatt souriait toujours. Ma mère me regardait encore avec dégoût. Il ne savait pas que je n'aurais pas besoin de prononcer le nom de ma sœur, pas même une seule fois. Je l'ai laissée parler pour elle-même. Je m'appelle Katrina Bulan. J'ai 35 ans. La maison a été construite en 1922. J'ai signé pour l'acquérir en mai 2018. Ma grand-mère était décédée depuis 1 an et 2 mois. La maison de Steel Craftsman se trouvait sur Kingston Avenue, dans le sud de Charlotte, dans une rue où une maison sur 3 avait encore son porche d'origine qui en faisait le tour. 365 000 $, c'était plus que ce que j'aurais pu me permettre avec mon seul salaire d'enseignante en primaire. 95 000 de cette somme provenait de la succession de ma grand-mère. Elle s'appelait Geneviève. Elle m'avait laissé la compte avant même de tomber malade. Elle avait dit une chose à son avocat lorsqu'elle l'avait fait rédiger. Elle avait dit, « Ne laissez jamais le nom d'un mari figurer sur cet acte de propriété. » L'avocat me l'a raconté le jour où nous avons clôturé la succession. Il a dit que ma grand-mère lui avait fait répéter ces paroles. Elle avait 79 ans à l'époque. Elle était assise dans sa cuisine jaune à Wesley Heights, et elle me connaissait depuis ma naissance. J'ai acheté la maison. J'ai signé l'acte de propriété. Il y était inscrit, Katrina Marie Bulan, célibataire, unique propriétaire. Je l'ai mis dans le tiroir du haut de mon îlot de cuisine. Je n'ai pas ouvert ce tiroir pendant 6 ans. J'ai rencontré mon mari 8 mois après avoir emménagé. Mais avant d'en arriver à lui, je dois vous dire ce que ma grand-mère savait. Elle savait une chose précise sur le monde. Elle le savait parce qu'elle avait vécu un été bien particulier. Elle ne m'a jamais raconté ce qui s'était passé cet été-là, jusqu'à ce qu'elle l'écrive pour moi, et elle ne m'a jamais donné ce qu'elle avait écrit avant d'être déjà morte. Je ne l'ai trouvé que pendant la suspension de séance de mon audience de divorce, 4 jours après mon 35e anniversaire, 4 jours après que la fiducie qu'elle avait mise de côté pour moi a été entièrement débloquée. La fiducie s'élevait à 340 000 $. La maison, à ce moment-là, valait 620 000 $. Mon mari avait passé 2 ans à essayer de me les prendre tous les deux. Ma sœur avait passé 26 mois à écrire sur lui, sous un faux nom, dans un groupe privé pour épouses chrétiennes, sans savoir qu'une femme nommée Beverly Ainsworth, qui enseignait dans la classe d'en face à l'école primaire de Providence, lisait chaque mot. Mais je m'emballe. Laissez-moi commencer par le tiroir. Je l'ai ouvert pour la première fois en 6 ans, exactement 3 jours avant l'audience. Mon avocat m'avait envoyé une enveloppe Kraft par coursier ce matin-là. À l'intérieur se trouvait la photocopie d'un 2e acte de propriété, un acte de cession daté d'août 2024, enregistré au registre des actes du comté de Mecklembourg. Il transférait 50% de la propriété de ma maison Craftsman à mon mari, en tant que colocataire avec droit de survie. Ma signature y figurait. Je ne l'ai jamais signé. J'ai étalé les 2 actes côte à côte sur l'îlot de la cuisine, sous la même lampe sous laquelle ma grand-mère s'était autrefois tenue dans sa propre cuisine. J'ai regardé la façon dont j'écrivais mon cas en 2018. J'ai regardé la façon dont je l'écrivais en 2024. Le cas sur l'acte de cession était l'ancien. Le haut de la lettre formait une boucle. Mon cas ne bouclait plus. Je l'avais changé en juillet 2024, 3 mois avant que mon mari ne falsifie ma signature. Il m'avait étudié attentivement. Il avait juste étudié la mauvaise année. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai remis les 2 actes dans le dossier, j'ai fermé le tiroir, et je suis allé m'asseoir sur la balançoire du porche, celle où ma grand-mère s'était autrefois assise avec moi quand j'avais 9 ans.
Je suis restée assise là pendant 2 heures avant de rentrer à l'intérieur. Ma famille avait une règle concernant la parole. Ma mère l'a nommée à voix haute quand j'avais 12 ans, à table, un mercredi soir d'octobre. Mon amie Marlène m'avait dit à l'école ce matin-là que l'homme qu'elle appelait son père n'était pas son père biologique. Je ne savais pas encore ce que le mot « biologique » signifiait dans ce contexte. J'ai posé la question à ma mère au dîner. Ma mère a posé sa fourchette. Elle a regardé mon père. Puis elle m'a regardée et a dit « Katrina, dans cette famille, on ne lave pas notre linge sale en public. » Mon père n'a pas levé les yeux de son assiette. C'était la règle. Elle l'a répété plus de fois au fil des ans que je ne peux le compter. Elle l'a dit à propos de la deuxième femme de mon oncle. Elle l'a dit à propos de la conduite en état d'ivresse de mon cousin Bradley. Elle l'a dit à propos du silence de ma tante Corace pendant les 20 dernières années de sa vie. Elle l'a finalement dit à propos de moi. La règle avait un autre coup, et je ne l'ai compris que bien plus tard. Le coup était que ma sœur, Danielle, était la sœur au cardigan. Reniflement, le nom venait d'une journée photo à l'église quand j'avais 9 ans. Ma mère avait tricoté à Danielle un cardigan de couleur crème pour la photo. Elle m'avait habillée d'un simple chemisier bleu marine de chez J.C. Penney. Sur la photographie, mon père est le seul à ne pas sourire. Une femme de la chorale a fait une blague cette année-là. Elle a appelé Danielle, la sœur au cardigan. Le nom est resté. J'ai posé la question à ma mère une fois, quand j'étais à l'université. Elle a dit, « Tu as toujours été si autonome. Ta sœur avait besoin du cardigan. » Je ne comprenais pas, à 19 ans, qu'être qualifié d'autonome était une façon de me présenter la facture pour les besoins de tous les autres. Il y a eu un autre été qui n'a jamais eu de sens pour moi. J'avais 7 ans cette année-là. Daniel en avait 5. Ma mère est partie pendant 8 semaines pour aider ma tante Corace avec un nouveau-né. Mon père nous emmenait au McDonald's tous les soirs. Ma grand-mère est descendue de Wesley Heights les 2 dernières semaines et a dormi dans la chambre d'amis. Je me souviens d'avoir entendu sa voix dans le garage une nuit, parlant à voix basse à mon père à travers la porte entr'ouverte. Je me souviens qu'elle disait, « Tu as 2 petites filles dans cette maison. Ne fais rien que tu ne puisses défaire. » Je me souviens que mon père n'a rien répondu. Je me souviens des boîtes de Happy Meal empilées sur le comptoir pendant 8 semaines. Je me souviens d'un post-it avec le numéro de téléphone de tante Corace écrit dessus, de la main de ma mère. Ma tante Corace n'a pas eu de bébé en 1998. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est décédée à Ann Arbor, dans le Michigan, en 2019, sans jamais expliquer ce qu'elle faisait sur un numéro de téléphone griffonné sur un post-it dans la cuisine de ma mère. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander. Je ne sais pas si elle était dans le coup, ou si elle était simplement commode. Ma grand-mère est décédée en mars 2017. Elle avait 82 ans. Mon père s'est occupé des funérailles. Reniflement, ma mère portait un tailleur vert foncé et pleurait d'une manière qui, je m'en souviens, me semblait à l'époque être pour la mauvaise personne. 2 semaines plus tard, nous étions assis dans le bureau d'un avocat à South Park et nous avons entendu la lecture du testament. Ma grand-mère laissait à Daniel ses bijoux fantaisie et une obligation d'épargne d'une valeur de $1100. Elle me laissait la compte pour une maison que je n'avais pas encore achetée et une fiducie testamentaire de $340 000. Les distributions commenceraient à 30 ans, avec une libération complète à 35 ans. L'avocat Reniflement a lu le tout lentement. Personne n'a rien dit. La main de ma mère reposait sur son sac à main. Sur le chemin du retour, elle n'a prononcé qu'une seule phrase. Elle a dit, « Ça ne me semble pas juste. » 3 mois plus tard, lors du dîner du dimanche, elle a dit la deuxième phrase. Elle a dit, « Quand tu toucheras cet argent, tu devras penser à ta sœur. C'est juste la famille. » Je ne comprenais pas à l'époque que ma grand-mère avait su quelque chose que ma mère ne voulait pas voir dit à voix haute. Je n'apprendrais ce que c'était que 9 ans plus tard. Et même alors, je l'apprendrais dans une salle d'audience, de la bouche d'une femme qui n'avait aucun lien de parenté avec nous. J'ai rencontré Wyatt Ashford en janvier 2018, à une fête de fiançailles pour un collègue à Dilworth. J'avais 26 ans. Il en avait 29.
Il était un ami du marié, venu de Charleston pour le week-end, et logeait dans la chambre d'amis d'un ami près de Central Avenue. Il s'est approché du bar et m'a dit qu'il aimait mon cardigan. J'ai ri et je lui ai dit que je ne portais pas de cardigan exprès. Il m'a demandé pourquoi. Je n'ai pas répondu. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il vendait des voitures. Il m'a demandé si j'avais des sœurs. Pas. Avez-vous de la famille? Pas. Êtes-vous proche de votre famille? Il a demandé si j'avais des sœurs. Je me souviens maintenant qu'il a posé cette question avant de me demander mon nom de famille. Je me souviens avoir pensé qu'il était perspicace. Je comprends maintenant qu'il était en mode diagnostic. Nous avons commencé à sortir ensemble ce printemps-là. J'ai acheté la maison Craftsman en mai. Il en a été impressionné. Il m'a dit que j'avais fait quelque chose que la plupart des gens de notre âge ne pouvaient pas faire. Il n'a pas insisté pour emménager. Quand je lui ai parlé de ma grand-mère et de la fiducie, il a écouté attentivement, a posé de bonnes questions à ce sujet, puis n'en a plus jamais reparlé. J'ai pris cela pour du tact. Nous nous sommes fiancés en septembre 2019. Nous nous sommes mariés le 2e samedi d'octobre dans une petite chapelle à Concord, lors d'une cérémonie où mon père m'a conduite à l'autel. Ma mère a pleuré bruyamment. Ma grand-mère était déjà partie depuis 2 ans. À la réception, sur le parking du country club, Wyatt m'a dit qu'il voulait faciliter les choses en se mettant sur le prêt hypothécaire. Je lui ai dit que je préférais garder l'acte de propriété tel quel. Il a souri. Il a dit: tout ce qui te fait te sentir en sécurité, ma chérie. Il a utilisé le mot « sécurité » cette fois au cours des 4 années suivantes. Je n'ai compté que parce que Beverly Ainsworth, un après-midi alors que nous corrigions des copies dans la salle des professeurs en 2022, a fait une blague sur un de ses maris qui utilisait le mot « sécurisé » de la même manière que d'autres hommes utilisent le mot « amour ». Elle a dit que son mari le disait quand il voulait qu'elle arrête de poser des questions. J'ai ri. J'ai classé l'observation. Beverly avait grandi à Wentzville, dans les montagnes à l'ouest d'Asheville. Elle y avait encore des cousins qui faisaient de la belle menuiserie. À l'automne 2020, 3 mois avant notre premier anniversaire de mariage, Wyatt m'a demandé un dimanche si je pouvais lui donner le numéro de Beverly. Il a dit qu'il voulait m'acheter quelque chose de spécial. Je lui ai donné le numéro. 2 semaines plus tard, il m'a offert un vaisselier en chêne blanc peint à la main avec des queues d'aronde sculptées à la main. Il m'a dit que le menuisier lui avait décrit les mains de sa grand-mère pendant qu'il finissait le dessus. J'ai mis le vaisselier dans notre salle à manger. C'était le plus beau meuble que j'ai jamais possédé. Beverly l'a vu au dîner du dimanche une semaine plus tard. Elle a passé la main sur le dessus et a dit, en souriant à moitié, « Il a bon œil, ou il fait semblant ?» Je lui ai demandé lequel des deux. Elle a dit, « Demande-moi dans 10 ans. » Elle plaisantait. Elle a attendu 5 ans. Au cours des années suivantes, Wyatt a lentement pris en charge de plus en plus de paperasse. Il a installé un petit classeur dans son bureau. Il a dit qu'il voulait s'occuper des choses ennuyeuses pour que je puisse me concentrer sur ma classe. Chaque été, je disais merci. Chaque été, je laissais un autre dossier migrer dans ce classeur. En juillet 2024, il m'a tendu une pile de papiers de refinancement. J'ai lu attentivement, comme je lis tout. Une page au milieu n'était pas un document de refinancement. C'était un acte de cession de propriété. Je l'ai mis de côté sans un mot et j'ai paraphé uniquement les pages signalées. Il a ramené la pile dans son bureau. Il n'a pas insisté. Je pensais avoir gagné cette discussion silencieuse. Ma sœur Danielle avait 3 ans de moins que moi. Elle avait 32 ans au moment où tout cela a éclaté. Elle travaillait comme analyste de sinistre chez Blue Ridge Health Insurance et vivait dans un appartement de 2 chambres à Plaza Midwood. Elle était célibataire, socialement populaire, et elle était la personne que ma mère appelait en premier pour tout depuis que nous étions enfants. Après mon mariage avec Wyatt, les dîners du dimanche ont commencé à tourner. Ma mère disait que la maison Craftsman avait la plus grande cuisine. Elle disait que c'était logique de venir chez moi.
Ce que cela signifiait en pratique, c'est que Daniel commençait à arriver à 15 heures pour aider à couper les légumes et restait jusqu'à 23 heures à regarder le football avec Wyatt dans le salon. Daniel et Wyatt ont développé une sorte de complicité facile autour du barbecue. Elle le taquinait sur la façon dont il assaisonnait la viande. Il riait de cette manière particulière que je pensais qu'il ne réservait qu'à moi. Ma mère les regardait depuis la cuisine avec une expression que j'ai comprise plus tard comme n'étant pas de la fierté. C'était une permission. À l'été 2022, Daniel a eu besoin d'emprunter un batteur sur socle de ma cuisine alors que j'étais à une conférence d'enseignants pour le week-end. Je lui ai dit que la clé de secours était sous la fougère sur le porche. Wyatt lui a dit plus tard au téléphone qu'elle devrait simplement la garder. Je ne l'ai découvert qu'un mois plus tard, en mentionnant à mon père que je pensais que seul lui et ma mère en avaient une copie. Wyatt a dit, « Katrina, c'est ta sœur. » Je n'ai pas discuté. Je comprends maintenant que Wyatt a donné à ma sœur la clé de ma maison sans me le demander. Je n'ai pas compris. Puis je l'ai classé. Un mardi matin d'avril 2024, je suis rentrée à la maison à 7 heures d'une conférence de 2 jours à Asheville. Wyatt était sous la douche. Il y avait 2 verres à vin dans l'évier de la cuisine. L'un avait du rouge à lèvres sur le bord. Le rouge à lèvres était d'une nuance prune spécifique que Daniel avait porté au mariage de ma cousine Leia 2 semaines auparavant. J'ai mis les 2 verres dans le lave-vaisselle et je l'ai allumé. Je n'ai rien dit à Wyatt. J'ai envoyé un SMS à ma mère depuis le porche 15 minutes plus tard. J'ai demandé, Daniel était-elle à la maison hier? Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Pourquoi? Je n'ai pas répondu à ce SMS. Je sais, après 32 ans à être la fille de ma mère, que lorsqu'elle demande « pourquoi ?» comme ça, elle ne pose pas une question. Elle cherche à gagner du temps. Elle vérifie. Reniflement, elle décide si elle doit me mentir. Plus tard, j'apprendrai qu'elle savait depuis plus d'1 an. Plus tard, j'apprendrai beaucoup de choses. Ce matin-là, je savais seulement que ma mère avait répondu à une question par une question. Je me suis assise sur le porche dans mes vêtements de conférence, j'ai posé mon téléphone face contre la rampe et j'ai regardé le soleil se déplacer dans le jardin. J'ai pensé pour la première fois en tant qu'adulte à l'été où ma mère était partie aider tante Corace. J'ai pensé à ma grand-mère me disant une fois, quand elle avait 90 ans, certains hommes n'épousent que des familles qu'ils pensent pouvoir réécrire. Elle parlait de mon père. Je suis restée avec cette pensée pendant un long moment. Puis je suis rentrée, j'ai préparé le petit déjeuner et je lui ai demandé comment s'était passée sa conférence téléphonique la veille au soir. Il a dit, bien, ma chérie. Longue, mais bien. J'ai hoché la tête. J'ai posé l'assiette devant lui. Je n'ai rien dit à propos des verres. Ma cousine Leia Whitkim s'est mariée le 30 mars 2024 dans un country club à Ballantine. Wyatt et moi y sommes allés en voiture ensemble. Ma mère est restée à la maison avec un rhume. Mon père s'est assis à une table près de la porte et a bu un seul verre de whisky toute la soirée. Daniel était demoiselle d'honneur. Sa robe était une taille trop petite au niveau du buste. Elle avait demandé à la couturière la retouche 2 semaines avant le mariage. Ma tante me l'a dit à l'apéritif, en riant. Pendant les toasts, Wyatt s'est éclipsé pour aller aux toilettes. Daniel n'était pas à sa place non plus. J'ai remarqué. Je ne les ai pas suivis. 20 minutes se sont écoulées. Wyatt est revenu le premier. Il s'est assis, a pris ma main et m'a dit que les toasts traînaient en longueur. Daniel est revenu 8 minutes plus tard. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé la salière. Je n'ai rien dit. Sur le chemin du retour, Wyatt a pris le chemin le plus long. Il a parlé plus que d'habitude de la nourriture, des fleurs, de la robe de la mère de la mariée. Il a parlé de tout sauf des toasts. À mi-chemin, à un feu rouge sur Fairview Road, je lui ai posé une question. J'ai dit, Danny t'a semblé bien ce soir? Il a dit, bien. Pourquoi? J'ai dit, pour rien. Plus tard cette nuit-là, dans le lit, j'étais allongée à côté de mon mari et j'ai remarqué sa respiration. Elle était rapide.
Ce n'était pas la respiration de quelqu'un qui s'endort après une longue nuit de danse. C'était la respiration de quelqu'un qui répétait quelque chose. Je n'ai pas dormi. Je veux répondre à une question que je sais que certains d'entre vous se posent. Vous me demandez pourquoi j'ai attendu. Pourquoi je n'ai pas allumé la lumière, ne l'ai pas secouée et n'ai pas exigé la vérité sur le champ. Pourquoi je n'ai pas confronté ma sœur sur le parking avant de rentrer à la maison. Vous demandez pourquoi j'ai laissé passer encore 20 mois avant de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas attendu. J'ai rassemblé des informations. Il y a une différence. Et ma grand-mère m'avait appris la différence avant que j'aie 10 ans. Une femme qui réagit perd son avantage. Une femme qui observe le garde. Je n'avais pas de preuves. J'avais un soupçon et 2 verres à vin dans un lave-vaisselle. J'avais une sœur avec une robe trop petite de 2 tailles et un mari qui respirait trop vite. Si je m'étais tournée vers lui et lui avais demandé « As-tu une liaison avec ma sœur ?» Il aurait dit non. Et ma mère aurait dit que j'étais hystérique. Et ma sœur aurait pleuré sur commande. Et la famille aurait décidé que j'étais à nouveau la personne difficile. Alors j'ai observé. J'ai observé pendant 20 mois. Je ne savais pas ce soir-là que ce que ma sœur faisait pendant que je l'observais, c'était écrire. Elle avait commencé à écrire en mai 2024, 6 semaines après le mariage. Elle avait rejoint un groupe Facebook privé appelé le « Cercle de soutien des épouses chrétiennes », un espace anonyme de défoulement pour les femmes mariées. 4200 membres, modérés par des bénévoles qui avaient cessé de vérifier rigoureusement les soumissions des années auparavant. Elle s'était donné le pseudonyme « Maman de Charlotte-Bas brisée ». Elle n'était pas maman. Elle n'était pas brisée. Elle était amoureuse de mon mari et elle avait choisi d'en parler à 4200 inconnus parce qu'elle ne pouvait en parler à aucun d'entre nous. Au moment où je l'ai découvert, elle avait écrit 63 publications. Au moment où je l'ai découvert, mon mari avait lu chacune d'entre elles. Mais je ne le savais pas encore. Cette nuit d'avril, en rentrant du mariage de Léa, je ne savais que ce que j'avais vu, et je l'ai classé. De la manière dont ma grand-mère m'avait appris à tout classer, tranquillement, dans un tiroir que je n'ouvrais pas. Le « Cercle de soutien des épouses chrétiennes » avait été fondé en 2019 par 2 femmes dans une banlieue de Nashville. En 2020, il était devenu trop grand pour être modéré avec soin. Les règles disaient « pas de capture d'écran ». Les règles disaient « pas de nom ». Les règles disaient que le groupe était entre sœurs et Dieu. La vérification pour les nouveaux membres était une photographie d'un certificat de mariage soumise à la boîte de réception d'un modérateur. Les modérateurs étaient épuisés dès la 2e année. En 2021, ils approuvaient toute personne ayant soumis une photo de certificat et un nom de profil à consonance féminine. Je ne savais rien de tout cela jusqu'à plus tard. Beverly Ainsworth a rejoint le groupe au printemps 2023, pendant une période difficile de son propre mariage. Elle et son mari s'étaient réconciliés 1 an plus tard, mais elle était restée dans le groupe. Elle le lisait comme certaines personnes lisent un magazine. Elle a dit plus tard qu'elle aimait savoir qu'elle n'était pas seule. Un jeudi soir, fin novembre 2025, Beverly parcourait son fil d'actualité lorsqu'elle est tombée sur une publication de « Maman de Charlotte-Bas brisée ». La publication décrivait un cadeau d'anniversaire que l'amant de l'auteur avait offert à sa femme. Il décrivait un vaisselier en chêne blanc peint à la main, provenant d'un menuisier de Wentzville, en Caroline du Nord. Il décrivait la façon dont le menuisier avait raconté à l'homme l'histoire des mains de sa grand-mère en finissant le dessus du meuble. Beverly a arrêté de lire. Elle a relu le paragraphe 2 fois. Elle avait recommandé ce menuisier à mon mari en octobre 2020. Elle était l'une des peut-être 3 personnes dans l'État de Caroline du Nord qui connaissaient cette commande particulière. Beverly est revenue en arrière et a lu toutes les publications que « Maman de Charlotte » avait jamais écrites. Il y en avait 63. Elle a passé 2 semaines à lire, à recouper, se réveillant à 3 heures du matin avec la certitude qu'elle savait qui écrivait les publications. Elle a parlé à son propre pasteur. Elle n'a pas parlé au révérend Josie de l'église de ma mère, car toute l'affaire impliquait ma famille et elle ne voulait pas que cela se retrouve dans ce bâtiment particulier. Elle a attendu d'avoir un détail spécifique que ma sœur ne pourrait pas nier.
Elle a attendu de trouver la publication de janvier qui décrivait la sœur aînée de l'auteur lui achetant encore des cadeaux d'anniversaire. Le 8 décembre 2025, Beverly m'a demandé de la retrouver dans un café près de Providence Road. Elle n'a pas voulu me dire pourquoi au téléphone. Je me suis assise. Elle a fait glisser un dossier Kraft sur la table. Elle a dit une seule phrase. Elle a dit « Je la lis depuis des mois. Je ne savais pas que c'était elle jusqu'à ce qu'elle décrive ton vaisselier. » J'ai lu 3 pages. J'ai levé les yeux. Ma bouche était très sèche. J'ai dit « Combien de pages y a-t-il » Elle a dit « 63. » J'ai dit « Puis-je le garder » Elle a dit « C'est pour ça que je l'ai apporté. » Je lui ai demandé une dernière chose. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre était au courant. Elle a dit « Non. » J'ai dit « Bien. Garde ça pour toi encore 3 mois. » Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête. Je suis rentrée chez moi en voiture. Wyatt était dans l'allée, sortant les courses du coffre de sa Toyota. Il m'a demandé comment s'était passé le café avec Beverly. Je lui ai dit que ça s'était bien passé. Je lui ai dit que Beverly écrivait un livre sur le fait d'être une épouse chrétienne. Il a ri et a dit « Oh, super. Encore de ça. » J'ai souri. J'ai transporté le dossier dans la maison dans mon sac de professeur. Je l'ai mis dans la chambre d'amis. Je ne l'ai pas ouvert avant que Wyatt n'aille se coucher. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander quelque chose. Si votre meilleure amie au travail faisait glisser un dossier sur une table et vous disait qu'elle lisait depuis 6 mois votre sœur écrire sur votre mari, que feriez-vous? Partiriez-vous? Exigeriez-vous chaque page? Dites-le dans les commentaires. Je veux savoir. À notre retour, je vous dirai ce que j'ai fait à la place. Ce que j'ai fait, c'est me verser un verre d'eau et m'asseoir au petit bureau de la chambre d'amis pour lire chacune des 63 pages. Cela m'a pris de 22h45 ce dimanche soir jusqu'à 3h14 du matin. J'ai lu la première publication de mai 2024. Elle commençait par « Il y a un mariage auquel je pense encore ». J'ai lu la publication numéro 4 du même mois. Elle disait « Le mariage où j'ai finalement arrêté d'attendre ». J'ai lu la publication numéro 12 de juillet, il m'a dit qu'elle garde la Bible de sa grand-mère sur sa table de chevet. Il a dit qu'il trouvait ça étrange. J'ai lu ce que ma sœur avait écrit sur la façon dont mon mari l'avait complimenté lors d'un barbecue du 4 juillet. J'ai lu ce qu'elle avait écrit sur le bruit de mon lave-vaisselle après son 3e verre de vin, un mardi, alors que j'étais à Asheville. J'ai lu ce qu'elle avait écrit sur le moment, pendant le mariage de ma cousine, où elle l'avait suivi hors de la salle de bal. À la page 31, j'ai remarqué quelque chose. Je ne voulais pas le remarquer parce que je ne voulais pas que ce soit vrai. Chaque publication avait une seule réaction. Un petit visage triste d'un compte appelé « Marie de Charlotte 39 ». Le compte n'avait aucune publication. Il n'avait jamais écrit de commentaire. Il ne faisait que réagir. Il réagissait à chacune des publications de ma sœur. Quelqu'un la lisait depuis aussi longtemps qu'elle écrivait. J'ai ouvert les captures d'écran de Beverly plus attentivement. Les réactions de « Marie de Charlotte 39 » étaient horodatées. Publication du 12 novembre, 18h38. Ma sœur écrivant « Je l'ai vu à la salle de sport aujourd'hui. Il ne m'a même pas regardé. » Une minute plus tard, Marie de Charlotte 39 réagissait. Je suis allée sur mon téléphone et j'ai ouvert l'album iCloud familial. Mon mari et moi nous étions inscrits au défi des anneaux d'activité en 2022, dans un élan d'enthousiasme de fitness en couple qui avait duré 3 semaines. Il n'avait jamais désactivé le partage. Je pouvais voir ses données d'entraînement remontant à des années. J'ai fait défiler jusqu'au 12 novembre. De 18h15 à 19h20. La fitness, Indépendance Boulevard. Fréquence cardiaque moyenne de 122. Il avait été à la salle de sport à l'heure exacte où ma sœur avait écrit l'avoir vu là-bas. Il avait été dans la pièce avec elle à chaque fois qu'elle se confessait. Je suis restée assise, très immobile, pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré.
Je veux dire cela non pas comme une vantardise, mais comme un fait. Il y a un silence spécifique qui habite une femme qui vient de découvrir que son mari, sa sœur et sa mère ont construit une histoire à son sujet sans sa permission. Ce n'est pas un silence paisible. C'est un silence aux arêtes vives. Il a un poids. C'est le silence dans lequel la stratégie commence. Je me suis souvenu que mon mari utilisait une adresse e-mail personnelle pour les achats en ligne. J'ai ouvert notre compte Amazon partagé. J'ai regardé les paramètres du compte pour une confirmation d'achat récente. L'email associé à un cookie publicitaire de Facebook correspondait au pseudonyme d'inscription de Marie de Charlotte 39. Il avait créé le compte en octobre 2020, 2 ans avant de me dire pour la première fois qu'il travaillait tard. J'ai ouvert un bloc-notes neuf. Je suis allé à la première page blanche. J'ai écrit une liste. Point 1, avocat. Point 2, acte de propriété. Point 3, protection de la fiducie. Point 4, calendrier de déménagement. Point 5, Beverly. Point 6, mon père. Je n'ai pas ajouté, pleurer. Je n'ai pas ajouté, confronter. Je n'ai pas ajouté, parler à Daniel. Ma grand-mère m'avait appris une fois, quand j'avais 12 ans et que mon chien était mort, et que j'étais assise dans sa cuisine jaune sans manger mon sandwich, que la différence entre le deuil et la stratégie, c'est une liste. Le deuil est une rivière. La stratégie est une digue. Si tu écris la liste, avait-elle dit, la rivière ne peut pas entrer dans la maison. J'ai écrit la liste. À 3h14 du matin, j'ai entendu Wyatt descendre le couloir jusqu'à la cuisine pour boire de l'eau. Il est passé devant la chambre d'amis. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas ouvert la porte. Il ne savait pas que j'étais réveillée. Il ne savait pas que j'avais 3 jours d'avance sur lui, ou que j'allais en avoir 3 mois, ou que le jour où il s'assiérait en face de moi dans une salle d'audience le 12 mai, j'aurais une année entière d'avance sur lui. Mais c'est à ce moment-là qu'il a perdu la course. Il ne savait juste pas qu'il y en avait une. Je suis restée assise à ce bureau jusqu'à ce que les oiseaux commencent à chanter dehors. Et puis j'ai remis les 63 pages dans le dossier, j'ai mis le dossier dans un tiroir qui avait une serrure, et j'ai mis la clé sur mon porte-clés. Puis je suis allée lui préparer le petit déjeuner. Le lundi matin, j'ai envoyé un email à ma banque pour demander des relevés hypothécaires à jour. Je leur ai dit que j'examinais le renouvellement de mon assurance habitation. Le dossier est arrivé le mercredi. Attaché au relevé hypothécaire standard se trouvait une copie d'un acte de cession de propriété enregistré, daté du 14 août 2024. Il transférait 50% de la propriété de ma maison Craftsman à mon mari en tant que colocataire avec droit de survie. La signature en bas était la mienne. Je ne l'avais jamais signée. J'ai pris l'acte, mon permis de conduire actuel et un document hypothécaire de 2019 dans la chambre d'amis. J'ai placé les 3 sous la lampe de bureau. J'ai regardé la façon dont mon cas apparaissait sur chacun d'eux. En 2019, mon cas avait une petite boucle en haut. Sur mon nouveau permis de conduire, renouvelé en juillet 2024, mon cas était fermé. Sur l'acte de cession, mon cas avait la boucle. J'avais changé ma façon d'écrire mon cas 3 mois avant que l'acte ne soit prétendument signé. Mon mari avait étudié ma signature attentivement. Il avait juste étudié la mauvaise année. Je me suis adossée à la chaise. J'ai dit à voix haute à personne, il n'a pas vérifié mon nouveau permis. J'ai trouvé l'avocat le lendemain matin. Il s'appelait Corbin Kellerman. Il avait un bureau sur Trade Street avec un stylo plume sur le bureau et une photographie d'un Golden Retriever sur le mur. Il m'a écouté pendant 45 minutes sans rien écrire. Il a posé 3 questions. Il a accepté de me représenter. À la fin, il m'a demandé si je voulais gagner cette affaire discrètement ou publiquement. J'ai dit, je veux la gagner correctement. Il a dit, c'est une 3e option. Voyons si nous pouvons la construire. Il a ensuite dit une autre chose, de cette voix plate d'avocat que les hommes d'un certain âge utilisent lorsqu'ils doivent expliquer toute la structure d'une affaire en une seule phrase. Il a dit, la Caroline du Nord exige une année de séparation pour le jugement de divorce lui-même.
Mais s'il demande le partage équitable et des ordonnances provisoires, ce qu'il fera, l'audience de mai décidera du conflit de propriété. Celui qui gagne le 12 mai repart avec tout ce qui compte. J'ai noté cela. Dans les semaines qui ont suivi, Corbin a assigné à comparaître la notaire qui avait certifié ma prétendue signature. Elle s'appelait Bethany Odom, une notaire mobile basée à Monroe. Son journal n'avait aucune entrée pour moi le jour où l'acte a été signé. Son journal montrait qu'elle avait été à Waxhaw cet après-midi-là, notariant des titres de voiture dans un parc de voitures d'occasion sur l'autoroute 84. Lorsque Corbin a recueilli sa déposition, elle a pleuré. Elle a dit à son avocat qu'elle avait rendu des services à beaucoup de gens de concessionnaires. Elle a accepté de témoigner. Corbin a également engagé un expert en criminalistique qui a confirmé par écrit que le cas sur l'acte de cession ne correspondait pas à mes signatures post-juillet 2024 sur 6 autres documents archivés. À la fin d'une de nos réunions, Corbin a fermé son carnet et a dit « Celui qui a monté ça n'a pas vu tout l'échiquier ». J'ai noté ça aussi. J'ai dit « Combien de temps avons-nous » Il a dit « Il va déposer une demande ». Les hommes comme lui n'aiment pas attendre. J'ai hoché la tête. Je suis rentré en voiture dans une maison qui, sur le papier, était encore à moitié à lui. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec la même clé que ma sœur avait. Je suis entré dans la cuisine et j'ai regardé mon propre vaisselier, celui que Beverly l'avait aidé à acheter. Je suis resté là pendant un long moment. Puis j'ai ouvert le tiroir où je gardais l'acte de propriété. J'ai passé mon pouce sur le paraphe de ma grand-mère sur les documents de succession en dessous. J'ai fermé le tiroir. Je suis allé me coucher. Il y a une autre chose que j'ai faite en janvier 2026. C'est important. Je suis allé voir la pasteure adjointe de l'église de ma mère. Elle s'appelait révérende Joséphine Aurin. Tout le monde l'appelait Josie. Elle avait 34 ans, diplômée de la Duke Divinity School, et elle était arrivée à l'église baptiste Grèce de Providence en juin 2024 avec des idées politiques progressistes, une voix douce, et une façon d'écouter qui déstabilisait certains membres plus âgés de la congrégation. Ma mère s'était plainte d'elle au dîner du dimanche plus d'une fois. Mon père était allé à son étude du mercredi quelques fois sans le dire à ma mère. J'avais rencontré Josie 2 fois, les 2 fois brièvement. Je ne la connaissais pas. J'ai appelé son bureau et j'ai demandé à la rencontrer. Je lui ai seulement dit que j'avais besoin de lui parler de ma famille. Elle a accepté de me rencontrer dans un café sur Elizabeth Avenue, en dehors du terrain de l'église. Je ne suis pas allé lui demander de briser le secret pastoral. Je ne suis pas allé l'interroger. Je suis allé parce qu'une femme dans le sous-sol d'une église qui s'est écoutée attentivement a généralement déjà été sollicitée pour porter quelque chose de lourd. Je voulais voir à quoi elle ressemblait en le portant. Nous nous sommes assises. Elle portait une simple croix en argent. Elle a commandé du thé noir. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai posé une question directe. J'ai demandé, « Ma mère vous a-t-elle parlé de notre famille ?» Elle m'a regardé pendant un long moment. Elle a dit, « Je ne peux pas répondre à cette question, mais je peux vous dire que j'ai prié pour la Bible de votre grand-mère. » J'ai posé ma tasse. J'ai dit, « La Bible de ma grand-mère. » Elle a dit, « Votre père sait que je suis au courant. C'est tout ce que je peux vous dire. » J'ai dit, « Révérende Aurin, a-t-elle utilisé le nom de ma grand-mère dans la confession ?» Elle m'a regardé. Sa main était très immobile sur sa tasse. Elle a dit, « Je prierai pour que vous n'ayez jamais à poser cette question à personne d'autre qu'à elle. » J'ai dit, « C'est une réponse, révérende. » Elle a dit, « Je sais. » J'ai quitté le café et je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant 20 minutes sans démarrer le moteur. Puis je suis allée en voiture jusqu'à l'ancien quartier de ma grand-mère à Wesley Heights et je me suis garée devant la maison qu'elle avait possédée pendant 46 ans. Quelqu'un d'autre y vivait maintenant. Le porche était peint d'une couleur qu'elle n'aurait pas choisie. Je suis restée assise dans la voiture et j'ai pensé à l'été où ma mère était partie aider tante Corace avec un bébé qui n'avait jamais existé. J'ai pensé à un diacre nommé Aldi Fitzhugh, décédé en 2011, et que personne dans ma famille n'avait jamais mentionné 2 fois. J'ai pensé à mon père,
qui était allée à l'étude du mercredi de Josie sans le dire à ma mère. J'ai compris, assise là, que mon père savait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas depuis combien de temps il le savait. Je ne savais pas ce qu'il avait l'intention de faire à ce sujet, si tant est qu'il ait l'intention de faire quelque chose. J'ai compris, assise là, que ma mère avait une confession, qu'elle avait racontée à une jeune pasteur en qui elle n'avait guère confiance, dans le sous-sol d'une église, quelque temps au cours de l'année précédente. J'ai compris que ce que ma mère avait confessé impliquait ma grand-mère, par son nom. Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas appelé Josie. J'ai rangé mon manteau, je me suis assise à mon bureau et j'ai ajouté un point à la liste. Point 7, la Bible. Je ne savais pas encore quoi en faire, mais je l'ai souligné 2 fois. Wyatt a demandé le divorce le 3 mars 2026. Un coursier est arrivé à l'école primaire de Providence à 15h15. J'étais en plein milieu d'une leçon de mathématiques sur les fractions. Je suis sortie dans le couloir, j'ai signé pour l'enveloppe et j'ai lu l'intitulé sur la première page. Ashford contre Ashford. Il demandait le partage équitable de la résidence conjugale, une pension alimentaire pour conjoints, et une part de mon héritage au motif que les distributions de la fiducie avaient été mélangées avec nos fonds ménagers. Je suis restée dans le couloir pendant 1 minute entière. Puis je suis retournée dans la salle de classe et j'ai terminé la leçon. 2 semaines plus tôt, j'avais déménagé dans une location à court terme à Dilworth. Je lui avais laissé une note. La note disait seulement que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Il était hors de la ville pour une retraite de manager Toyota. J'avais pris mes vêtements, mon ordinateur portable, les photos de ma grand-mère et le dossier de Beverly. J'avais laissé le vaisselier derrière moi. Certains meubles ne valent pas la peine d'être transportés. Wyatt était rentré chez lui pour trouver un placard à moitié vide et m'avait appelé 41 fois au cours des 3 premiers jours. Ma mère m'a appelé 41 fois au cours de la semaine suivante. Ces messages vocaux allaient du ton inquiet au ton furieux. Le message vocal numéro 29 se terminait par la phrase « Dans cette famille, on ne lave pas notre linge sale en public ». J'ai sauvegardé celui-là sur une application de mémo vocal séparée sur mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Corbin a déposé notre réponse la 2e semaine de mars. Nous avons demandé une communication accélérée des pièces compte tenu de l'allégation de faux. Le juge l'a accordé. À la mi-avril, notre dossier de preuves scellées contenait le rapport de l'expert en criminalistique sur l'acte, l'extrait du journal de la notaire avec la déclaration sous serment de Bethany Odom, les 63 pages de publication Facebook avec la déclaration sous serment de Beverly, la réponse à l'assignation de Facebook identifiant Marie de Charlotte 39, et la pièce à conviction de recoupement de l'Apple Watch. Corbin l'a scellé lui-même avec un petit cachet de cire rouge qu'il gardait sur son bureau. Il a dit, il pense que cette audience concerne une maison. Ce n'est pas le cas. Elle concerne une histoire qu'ils pensaient être les seuls à raconter. Il m'a tendu l'enveloppe et m'a dit de ne pas l'ouvrir avant que le juge ne le fasse. Je l'ai mise dans le coffre-fort de ma location. J'ai tourné la molette. Je n'y ai pas retouché jusqu'au 12 mai. 4 jours avant l'audience, le soir de mon 35e anniversaire, ma mère m'a appelé pour la première fois en 6 semaines. Elle m'a invité à dîner. Elle a dit que ce serait juste la famille. Elle a dit, s'il te plaît, viens. J'y suis allée parce que mon père serait là. Je n'avais pas vu mon père seul depuis 8 semaines. Je suis arrivée à leur maison de plain-pied à Wesley Heights à 18h. La table était mise pour 4. Ma sœur était déjà assise dans ce qui avait été ma chaise d'enfant. Elle portait le cardigan crème que notre mère lui avait tricoté pour la photo de l'église en 1999. Mon père était en bout de table, les mains jointes de chaque côté de son assiette. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Ma mère avait préparé un rôti de bœuf. Elle a d'abord essayé de parler du temps. Elle a essayé de parler d'une femme de son étude biblique qui s'était fait poser une prothèse de hanche. Elle a essayé de parler des pivoines qu'elle prévoyait pour le parterre de devant. Au bout de 10 minutes, elle a abandonné. Elle a posé sa fourchette. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle me regardait quand j'avais 9 ans et que j'avais renversé quelque chose.
Elle a dit, Katrina, je te le demande en tant que ta mère. Ne mentionne pas le nom de ta sœur dans ce tribunal mardi. Si tu le fais, je ne serai pas là pour toi. Ton père ne sera pas là pour toi. Nous avons décidé. J'ai regardé mon père. Il regardait toujours son assiette. Ma mère a claqué sa main à plat sur la table de la cuisine, assez fort pour que les verres d'eau sursautent. Elle m'a hurlé, tu es en train de détruire cette famille. Si tu oses mentionner le nom de ta sœur dans ce tribunal, nous la choisirons, elle. Tu finiras complètement seule. J'ai regardé le gâteau qu'elle avait préparé. Il y avait une seule bougie blanche en forme de 3 et de 5. J'ai dit doucement, joyeux anniversaire à moi. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau. Je suis sortie par la porte d'entrée sans dire au revoir à ma sœur ou à ma mère. Mon père m'a suivi dans l'allée. Il est resté là dans le froid pendant un long moment, les mains dans les poches de son manteau. Puis il a dit une seule phrase. Il a dit, quoi qu'il arrive mardi, ne me regarde pas avant la suspension de séance. Puis il a fait demi-tour et est rentré à l'intérieur. Je suis rentrée chez moi en voiture. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée avec cette phrase pendant 96 heures. Le palais de justice du comté de Mecklembourg se trouve sur West Thread Street, dans le centre-ville de Charlotte. Le tribunal des affaires familiales était au 4e étage. Notre audience était prévue à 9 heures du matin le 12 mai. Je suis arrivée à 8h30. Corbin était déjà là. Il m'a tendu une bouteille d'eau. Il m'a posé une question. Il a dit, quelque chose a changé depuis vendredi. J'ai dit, seulement mon âge. Il a presque souri. Wyatt est arrivé à 8h50. Il portait un costume anthracite et une cravate de la couleur du ciel à l'aube. Son avocat était un homme de Charleston nommé Vincent Ashcraftoft, grand, grisonnant et cher. Wyatt a salué l'huissier par son nom. Il avait été dans ce palais de justice 2 ans plus tôt pour un litige commercial. Il se souvenait de l'homme. Ma mère et Daniel sont entrés ensemble à 9 heures pile. La main de ma mère était sur le coude de Daniel. Daniel portait à nouveau le cardigan crème. Ma mère avait apporté un deuxième cardigan plié sur son bras au cas où la salle d'audience serait froide. Elle ne me l'a pas proposé. Mon père est entré 3 minutes plus tard. Il est passé devant eux tous. Il s'est assis du côté de l'allée, à 3 sièges de ma mère. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'avais pas regardé depuis 96 heures. Il m'avait demandé de ne pas le faire. J'ai senti son silence à ma gauche toute la matinée. La juge Frederica Wainwright a pris place à 9h02. Elle était juge au tribunal des affaires familiales du comté de Mecklembourg depuis 18 ans. Elle portait des lunettes de lecture. Elle avait une façon de regarder les avocats par-dessus ses lunettes qui suggérait qu'elle avait déjà décidé ce qu'elle pensait d'eux, mais qu'elle était prête à se laisser persuader du contraire. Ashcraftoft a appelé mon mari à la barre en premier. C'était de l'arrogance. Il voulait que la juge voie Wyatt confiant et articulé avant même que je ne parle. Wyatt a pris la barre. Il a décrit notre mariage comme un partenariat qui était devenu silencieux ces dernières années. Il a dit que j'étais devenue distante. Il a dit qu'il s'était occupé des papiers de refinancement en 2024 avec ma pleine connaissance. Il a dit que j'avais signé l'acte sur notre îlot de cuisine un dimanche après-midi en août. Il a dit que la notaire était venue à la maison. Quand Ashcraftoft a posé des questions sur ma sœur, il a dit, Daniel est comme une sœur pour moi. Elle a toujours été comme une sœur pour moi. Corbin n'a pas objecté. Il a écrit un mot sur son bloc-notes. Il ne me l'a pas montré. Daniel a pris la barre ensuite. Elle pleurait avant même de s'asseoir. Elle a dit qu'elle avait été un soutien pour Wyatt pendant une période difficile. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais que j'avais, selon ses mots, toujours eu une façon de rendre tout le monde responsable de mon bonheur. Elle a dit que les derniers mots qu'elle aurait jamais voulu prononcer dans une salle d'audience étaient des mots à mon sujet. Les mots qu'elle a utilisés étaient les mots que ma mère avait utilisés à la table de la cuisine pour mon anniversaire. Reniflement difficile depuis l'enfance, rendant tout le monde responsable. Corbin n'a toujours pas objecté.
Ma mère a pris la barre en 3e, en tant que témoin de moralité. Ashcraftoft l'a traitée avec soin. Elle a dit ce qu'une mère est censée dire. Elle a dit qu'elle aimait ses 2 filles de manière égale, mais qu'égal ne signifiait pas identique. Elle a dit que Katrina avait toujours eu du mal avec la réalité. Elle a dit que ma grand-mère m'avait gâtée. Elle a dit que ma belle-mère était une femme merveilleuse, mais qu'elle créait chez Katrina des attentes que la vie ne peut pas combler. C'est à ce moment-là que mon père a levé les yeux de ses mains pour la première fois de la matinée. Je ne l'ai pas regardé. La juge a regardé Corbin. Elle a dit, Maître Kellerman. Corbin s'est levé. Il n'a pas contre-interrogé ma mère. Il s'est plutôt dirigé vers le banc, tenant l'enveloppe Kraft scellée avec le petit cachet de cire rouge sur le rabat. Il a dit, Votre Honneur, j'aimerais présenter la pièce à conviction à de la plaignante. Nous demandons que la Cour l'examine au banc avant de statuer sur la recevabilité des éléments sous-jacents. Ashcraftoft a objecté. Il a dit quelque chose sur la procédure, sur le fondement, sur le temps. La juge Wainwright l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Elle a dit, Maître, je suis sur ce banc depuis 18 ans. Je sais comment examiner une pièce à conviction. Asseyez-vous. Ashcraftoft s'est assis. La juge Wainwright a brisé le sceau. Elle a lu la première page. Elle a lu la 2e page. Elle a posé l'enveloppe avec soin. Elle a enlevé ses lunettes de lecture. Elle a regardé Wyatt. Elle a regardé Daniel. Elle a regardé ma mère. Elle m'a regardé. Elle a regardé Ashcraftoft. Elle a dit, Maître Ashcraftoft, j'ai une question préliminaire avant de continuer. Ashcraftoft a dit, oui, Votre Honneur. La juge Wainwright a regardé mon mari. Elle a dit, Monsieur Ashford. Elle a fait une pause. Lequel d'entre vous a signé son nom? La salle d'audience était très silencieuse. Mon mari a regardé ma sœur. Ma sœur a regardé ma mère. Ma mère a regardé mon père. Mon père n'a pas détourné le regard de la juge. Corbin s'est levé doucement. Il a dit, Votre Honneur, si nous le pouvons, nous avons un témoin disponible par transmission simultanée conformément à la stipulation conclue lors de la conférence préparatoire, Madame Bethany Odom, une notaire publique agréée dans le comté de Union. La juge Wainwright a hoché la tête une fois. L'huissier a roulé un haut-parleur jusqu'à la table de la plaignante. La voix de Bethany Odom a résonné dans la salle d'audience. Elle semblait avoir pleuré pendant 1 heure. Elle a confirmé son nom. Elle a confirmé son numéro de licence. Elle a confirmé qu'elle avait notarié l'acte de cession daté du 14 août 2024. Corbin lui a posé une question. Il a demandé, où étiez-vous l'après-midi du 14 août 2024? Bethany Odom a dit, j'étais à Waxhaw, monsieur. J'étais chez un concessionnaire d'occasion sur l'autoroute 84, je m'occupais de titres de voiture. J'ai mon journal. Je n'ai jamais rencontré l'épouse. Je n'ai jamais vérifié sa carte d'identité. Monsieur Ashford a dit qu'elle était dans la voiture dehors. Elle n'y était pas. Je n'ai jamais vérifié. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, je suis désolée. La juge Wainwright l'a remerciée. L'huissier a emporté le haut-parleur. Corbin s'est tourné vers la juge. Il a dit, Votre Honneur, il y a plus. Ashcraftoft a objecté pour des raisons de confidentialité lorsque Corbin a présenté la pièce à conviction de Facebook. Il a dit que Katrina n'avait aucun droit sur le matériel publié dans un groupe privé. La juge Wainwright l'a rejeté sans un mot. Le matériel fourni volontairement par un membre d'un groupe privé, divulgué dans un procès civil impliquant le contenu divulgué, était recevable. Elle a dit cela sans lever les yeux. Corbin a lu 3 des 63 publications au dossier. Il a lu la publication sur le mariage dont ma sœur avait suivi mon mari. Il a lu la publication sur le vaisselier que Beverly avait reconnu. Il a lu la publication de janvier 2025 qui se terminait par la phrase « Ma sœur n'a aucune idée. Elle m'achète encore des cadeaux d'anniversaire. » Corbin a posé les pages. Il a regardé la juge. Il a dit doucement,
votre honneur, il y en a 60 de plus. Daniel a mis ses mains sur son visage. Ma mère, au deuxième rang, ne l'a pas touché. Ashcraftoft a demandé une suspension de séance. La juge Wainwright a dit, « Maître, j'aimerais voir la dernière pièce à conviction avant de suspendre la séance. » Corbin s'est avancé et lui a tendu la réponse à l'assignation de Facebook. Marie de Charlotte 39 était enregistrée à l'adresse e-mail personnelle de Wyatt Ashford. Le compte avait réagi à 61 des 63 publications dans les 90 secondes suivant leur publication. La pièce à conviction de recoupement de l'Apple Watch se trouvait en dessous, imprimée et surlignée. La juge Wainwright l'a lu. Elle a enlevé ses lunettes de lecture. Elle a regardé mon mari. Elle a dit très doucement, « Maître Ashcraftoft, souhaitez-vous une courte suspension ?» Ashcraftoft a dit, « Oui, votre honneur. » Reniflement, la juge Wainwright a pris son marteau. Elle était sur le point de l'abattre quand mon père s'est levé. Il a dit, « Votre honneur, si ce n'est pas déplacé, j'aimerais être entendu pendant 1 minute. » La juge Wainwright a regardé Ashcraftoft. Elle a dit, « Maître, une objection ?» Ashcraftoft n'a pas trouvé sa voix. Il a secoué la tête. La juge Wayne a dit, « Monsieur, 1 minute. » Mon père s'est avancé. Il avait 66 ans. Il avait été pompier au service d'incendie de Charlotte pendant 32 ans. Avant cela, il avait passé 4 ans dans la marine. Il avait passé 32 ans à entrer dans les maisons des autres quand elles étaient en feu et à en sortir avec des choses que les autres aimaient. Il avait passé 27 ans à se promener dans sa propre maison en ne disant presque rien. Il ne portait rien. Il a dit, « Votre honneur, je veux dire 2 choses et ensuite je vais m'asseoir. Je suis au courant pour ma femme et le diacre Aldi Fitzhugh depuis 1999. J'ai reçu des photographies d'un membre de notre congrégation. Je les ai gardées dans une enveloppe dans le coffre de mon camion depuis cet été-là. » Il a fait une pause. Il m'a regardé pour la première fois de la matinée. Il a dit, « Je n'ai jamais parlé parce que je voulais que mes filles aient une mère. J'avais tort. J'ai appris à ma fille Katrina à garder des secrets en gardant celui-ci. Je lui demande, ainsi qu'à cette cour, de me pardonner de lui avoir appris cela. » Il s'est retourné vers la juge. Il a dit, « Je transporte notre linge sale dans le coffre de mon camion depuis 27 ans. Je vais le décharger maintenant. » Il a fait demi-tour. Il a redescendu l'allée. Il s'est assis. Ma mère a émis un petit son. Ce n'était pas un mot. Elle n'a pas bougé. Reniflement, la juge Wainwright a attendu 10 secondes complètes. Puis elle a abattu le marteau. Elle a dit, « Cette cour est suspendue pour 30 minutes. » Je me suis levée. Je suis sortie de la salle d'audience. Ma mère a essayé de me parler dans le couloir. Je ne me suis pas arrêtée. La révérende Josie se tenait près de l'ascenseur. Elle tenait quelque chose enveloppé dans un tissu vert. Elle était venue en voiture de l'église Grèce-Baptiste ce matin-là. Elle a dit, « Votre père m'a appelé hier soir depuis un parking. Il m'a demandé d'apporter ceci. Il m'a demandé de vous le donner pendant la suspension. » J'ai pris l'objet enveloppé de ses mains. C'était la Bible de ma grand-mère. J'ai ouvert la couverture. À l'intérieur, de l'écriture de ma grand-mère, datée de l'été 1999, il y avait une ligne. Elle disait, « Pour Katrina, un jour. Le silence protège les mauvaises personnes. » Josie se tenait à côté de moi pendant que je lisais. Je l'ai regardée. J'ai dit, « Il n'y a pas eu de bébé l'année d'après non plus, n'est-ce pas ?» Elle a dit, « Non, ma chérie, il n'y en a pas eu. Elle l'a écrit l'été après le long été d'absence de ta mère. Elle voulait que tu l'aies quand tu serais assez grande. » J'ai fermé la Bible. Je l'ai tenue contre ma poitrine. Quand la suspension s'est terminée, je suis retournée dans la salle d'audience avec mon père d'un côté et la révérende Josie de l'autre. Mon mari est rentré seul. La juge Wainwright a rendu des ordonnances préliminaires cet après-midi-là. L'acte de cession a été annulé en attente de confirmation criminalistique. La maison Craftsman a été reconnue comme ma propriété exclusive.
Les produits de la fiducie n'étaient pas soumis au partage équitable. Elle a renvoyé l'affaire de fraude notariale et de falsification de documents au bureau du procureur du district du comté de Mecklembourg. Avant de vous dire ce qui s'est passé après, je veux vous demander une dernière chose. Si votre famille a une phrase qu'elle utilise pour garder les mauvais secrets, une version de « on ne lave pas notre linge sale en public », laissez-la dans les commentaires. Pas pour faire honte à qui que ce soit, juste pour que quelqu'un d'autre sache qu'il n'a pas inventé ce sentiment. Le silence est hérité. Le refuser aussi. Le jugement de divorce a été prononcé en juillet 2026. Il était non contesté au moment où il est arrivé. Il ne restait plus rien à contester pour Wyatt. La maison était à moi. La fiducie était à moi. Son nom avait disparu de tous les documents qu'il avait jamais portés indûment. Il a perdu son emploi au concessionnaire en juin. Son directeur général ne pouvait pas se permettre l'histoire une fois que la déposition de Bethany Odom a fait son chemin dans le Charlotte Observer. Wyatt est retourné à Charleston cet automne-là. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Je n'ai pas besoin de le savoir. Danielle a été mise en congé administratif chez Blue Ridge Health en juillet. Elle a démissionné en août. Elle a déménagé à Winston-Salem pour vivre avec notre cousine Leia, qui était le seul membre de notre famille élargie qui prenait encore ses appels. Je ne lui ai pas parlé depuis l'audience. Elle m'a envoyé une carte en septembre. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas jetée non plus. Elle est dans un tiroir. Ma mère a été priée de démissionner de son poste de comptable à Grace Baptiste au début de l'année scolaire. Elle a accepté de décrire son départ comme une retraite. Les anciens savaient ce qu'ils savaient. Elle n'est pas retournée au sanctuaire. Mon père me dit qu'elle envisage de déménager pour se rapprocher de la famille de sa sœur à Winston-Salem. Je ne sais pas si elle le fera. Mon père a quitté la maison de Wesley Heights le 20 juillet. Il a loué un appartement d'une chambre près d'Elizabeth Avenue. Il n'a pas demandé le divorce. Je ne pense pas qu'il le fera. Il m'a dit qu'il ne voulait pas fermer cette porte. Il veut lui laisser l'option de la franchir vers lui, si elle y parvient un jour. Je ne sais pas si elle le fera. Lui non plus. Nous dînons ensemble le jeudi soir. Il vient me chercher à l'école. Parfois, Beverly fait un signe de l'autre côté du couloir. Parfois, la révérende Josie envoie un texto qui dit « mercredi ». Je réponds généralement « oui ». En août, alors que je finissais de trier les dernières boîtes de mon mari pour les envoyer à Charleston, j'ai trouvé un vieux disque de sauvegarde au fond d'un classeur dans son bureau. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable par vieille habitude de rigueur. Dessus se trouvaient des fichiers d'historique de navigation de l'année précédant notre rencontre. Il avait publié 26 fois sur un subreddit appelé R Dead Bedroom à propos d'une femme nommée Roseanne Prescott, avec qui il était sorti pendant un an en 2017. Ce qu'il avait écrit sur elle était cruel de la manière spécifique dont les hommes peuvent être cruels quand ils pensent que personne ne lit. Il avait décrit son corps. Il avait décrit sa santé mentale. Il avait décrit sa famille. J'ai trouvé Roseanne sur LinkedIn. Elle vivait à Raleigh maintenant. Elle avait un partenaire. Reniflement, elle avait une jeune fille. Je lui ai écrit un court email. Je n'ai pas joint les captures d'écran. J'ai écrit « Vous ne méritiez pas ce qu'il a écrit sur vous. Je vous le dis parce qu'il le refait à quelqu'un d'autre. Il pourrait le faire à la prochaine. Je m'appelle Katrina. J'étais sa femme. Si jamais vous voulez les publications, je vous les enverrai. » Elle a répondu 3 jours plus tard. Elle a dit « Merci. Je l'ai toujours su. Je ne savais juste pas que je l'entendrais un jour de quelqu'un d'autre. » Je n'ai pas répondu après ça. Parfois, un message est seulement destiné à être reçu. La session d'automne a commencé à l'école primaire de Providence. Je me tenais devant une nouvelle classe de CM un mardi matin de septembre. J'ai écrit le mot « courage » sur le tableau blanc. Une fille au premier rang m'a demandé si le courage, c'était de faire quelque chose de grand. Je lui ai dit que parfois, oui, mais que la plupart du temps, le courage, c'est de refuser de garder le mauvais secret. Cette nuit-là,
J'ai pris la Bible de ma grand-mère sur l'étagère de la cuisine de mon père. Je l'ai ouverte à la première page. J'ai relu la ligne de ma grand-mère une fois de plus. Puis, j'ai pris un stylo et j'ai ajouté la mienne en dessous. J'ai écrit, à celui ou celle qui trouvera ceci ensuite, le silence n'est pas la paix. C'est ce dont ma mère a hérité, et ce dans quoi elle a failli m'enterrer. Lavez le linge sale en public. Vous n'avez jamais été destiné à le porter seul. J'ai fermé la Bible. Je l'ai posée sur la table de la cuisine de mon père. Il l'a lue après mon départ. Il ne m'a jamais dit ce qu'il en pensait. Il n'en avait pas besoin. Si vous êtes toujours avec moi, et vous l'êtes, je veux vous laisser avec une chose. Pas un conseil juridique. Je ne suis pas avocate. Juste quelque chose que ma grand-mère a dit dans une cuisine jaune quand elle avait 79 ans et que j'étais jeune. Elle a dit, le monde est un endroit qui te dira qu'une femme avec une maison est une femme avec un problème. Elle a dit, ne laisse personne te convaincre que l'acte de propriété n'est pas l'acte de propriété. Vérifie les papiers chaque année. Ton propre nom sur tes propres choses.